Bien, écoutez, je propose qu'on débute pour ne pas finir trop tard. Nous avons la chance d'avoir Thierry Paco aujourd'hui. Je crois il a déjà fait plusieurs conférences aujourd'hui. Donc, je le remercie d'autant plus très, très chaleureusement de sa présence, sa participation ce soir. Je suis vraiment très heureux, même à titre personnel, parce que dans une autre vie, quand je m'occupais du réseau des villes éducatrices, eu l'occasion de l'inviter à Lille sur le colloque que nous avions fait sur la ville à hauteur d'enfants. Et je vois aussi le cheminement que les villes ont fait sur le sujet. Et vous y êtes pour beaucoup, Thierry Paco, parce que j'en dirai quelques mots ensuite. Mais voilà, je pense que la prise de conscience de la nécessité de revoir la ville au-delà simplement de l'école, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous, avec d'autres, avez beaucoup contribué. Alors, quelques mots sur la démarche Montpellier École 2030. C'est une démarche que nous avons lancée, enfin, que la ville de Montpellier a lancée à la fin du mois de septembre et dans la perspective donc, du 1er décembre, qui sera la date de restitution, vous pouvez la noter. Pour toutes les informations, je vous invite à aller sur le site participer.montpellier.fr, ensuite aller sur Montpellier École 2030, vous verrez les différentes contributions qu'il y a eu. Il y a également un questionnaire sur lequel vous pouvez aller contribuer. Et cette démarche va permettre à la ville de Montpellier d'imaginer, de rêver la ville en 2030. Nous sommes en fin de ce processus-là et nous avons, à travers les ateliers, réfléchi autour de trois axes, hein, l'école accueillante, l'école au cœur du quartier et l'école de la transition, avec la transition démocratique, transition écologique et la transition numérique. Nous avons vu autour notamment de l'atelier d'école au cœur du quartier à quel point il était important de travailler sur l'école et son environnement, les différents lieux éducatifs, l'école et le domicile. Enfin, on a réfléchi notamment à la question des déplacements des enfants. Et sans trahir de secret sur ce qui sera rendu public dans les prochaines semaines par la ville de Montpellier, en tout cas la place de l'enfant, la sécurisation de ses déplacements, mais plus largement le fait qu'il ait toute sa place dans l'espace public est une priorité forte. Et il y a déjà des choses qui sont engagées sur le travail sur les abords des écoles, sur la rue libérée. Ça a été le cas ce week-end où les familles ont été dehors dans la rue, mais aussi les rues aux enfants, les interventions artistiques. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire pour justement donner toute sa place à l'enfant. Alors, je ne vais pas être plus long sur cette démarche parce que nous avons, comme je le disais, la chance d'accueillir Thierry Paco, qui est philosophe, m'a demandé de le présenter comme ceci. Il a beaucoup travaillé sur... alors, j'en profite parce que c'est un ouvrage qui a été largement diffusé, hein, la ville récréative. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore lu, à vous le procurer. C'est un ouvrage collectif coordonné par Thierry Paco. Enfants joueurs et école buissonnière. Et je me permets de lire juste un élément de l'introduction de ce livre, hein, qui nous invite, qui dit que la ville n'est pas une vaste cour de récréation, mais un territoire semé d'embûches et de dangers que les enfants doivent apprendre à éviter. Pliez les genoux, accroupissez-vous, avancez sur le trottoir, puis tentez de traverser la rue. Vous voyez la voiture foncer sur vous, elle est terrifiante, elle a la taille de plusieurs enfants. Vous mesurez enfin la violence ordinaire qu'elle provoque. Il y a d'autres observations qui suivent. Et je dirais que, je disais tout à l'heure en introduction, qu'il y a eu, je pense, une prise de conscience des villes. On le voit sur les cours végétalisés où il y a de plus en plus de choses, mais on voit qu'il y a encore un vrai cap à franchir parce qu'on se rend compte à quel point l'enfant est absent aujourd'hui de nos villes, de l'espace public, et qu'il y a matière à penser pour les décideurs publics. Vous allez publier, mais je crois que vous aurez l'occasion d'en reparler dans quelques instants, très prochainement un nouvel ouvrage, Pays de l'enfance aux éditions Terres urbaines. C'est le 11 janvier qu'il sortira. Donc voilà, on a un petit peu un avant-goût de cet ouvrage avec vous ce soir. Thierry Paco, je vous donne la parole. Ensuite, vous aurez la possibilité de poser des questions après l'intervention. Moi, j'en aurai quelques-unes aussi à formuler à l'intention de Thierry Paco. Merci à vous. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Damien. Donc, bonsoir plutôt à toutes et à tous. Voilà, je vais commencer un peu historiquement, je veux dire, dans ma démarche plutôt, de rappeler que
j'avais publié un article sur l'enfant dans la ville dans un ouvrage collectif que j'avais dirigé qui s'appelle Le monde des villes, panorama urbain de la planète, que j'avais publié à l'occasion de la rencontre Habitat 2 à Istanbul en 1996. Vous savez que les Nations Unies ont créé une officine dédiée aux problèmes urbains et aux problèmes de logement du plus grand nombre. La première réunion avait lieu à Vancouver en 1976, la seconde à Istanbul et la troisième à Quito en 2016. C'est tous les 20 ans. Donc on peut déjà être étonné que la question de l'urbanisation et la question du devenir urbain de l'être ne préoccupe les instances internationales qu'une fois tous les 20 ans. Ça devrait être, à mon avis, évidemment, un sujet qui soit permanent, évidemment, dans nos préoccupations. Alors, j'avais fait cet article et j'avais, à l'époque, regardé tout un peu l'état de la littérature et je vais évidemment caricaturer, bien sûr. C'était principalement des documents sur les enfants des rues, car à cette époque-là, les ouvrages qui étaient publiés résultaient d'enquêtes pour l'UNICEF ou pour l'UNESCO ou pour la Banque mondiale, et c'était toujours la mise en avant des problèmes tragiques d'enfants qui devaient affronter eux-mêmes le monde des adultes dans des mégalopoles du tiers-monde, avec parfois des dangers terribles, y compris du reste la prostitution enfantine, etc., puis les violences ordinaires. Bon, on connaît. Il y avait quelques films qui ont illustré cela, comme Salam Bombay ou Pixot, un film brésilien remarquable, mais excessivement dur. Donc, je n'avais pas trouvé à l'époque d'ouvrage me parlant des enfants français dans les villes françaises, voir comment ils circulaient, comment ils jouaient, etc. Pourtant, en 1996, par rapport à 1970, par exemple, mais ça on le saura beaucoup plus tard, eh bien, la place de l'enfant était de plus en plus réduite et l'enfant était conduit à l'école massivement en automobile, déjà à ce moment-là, alors qu'auparavant, ses parents, par exemple, y allaient à pied, tout simplement, surtout si c'était à 500 mètres au maximum. Mais là, on a eu des enquêtes par la suite nous disant que des enfants allant à l'école à 300 mètres de chez eux y étaient conduits en automobile. Et donc, j'avais écrit à ce moment-là une petite fiction où je mettais en scène les parents qui voulaient monter avec leur 4x4 dans la classe pour déposer leur enfant devant sa table de travail. Bon, évidemment, c'était un texte un peu ironique, parce que c'était aussi une remise en question de la manière dont les parents essayaient de surprotéger leur enfant. Et c'était avant les quelques cas assez rares de pédophilie qui avaient été repérés par la suite. Donc nous étions dans une situation où à peu près tout allait bien, mais il y avait quand même ce sentiment de la peur qui dominait chez les parents et qui, du coup, faisait que ceux-ci n'envoyaient pas leurs enfants à 5-6 ans chercher le pain dans la boulangerie au coin de la rue, bon, etc. Bon, alors évidemment, moi, je ne suis pas un bon exemple parce que, en tant qu'enfant, il y a très longtemps, mes parents m'envoyaient chercher aussi bien le vin que le tabac. Bon, évidemment, aujourd'hui, et heureusement, c'est interdit que le commerçant fournisse un enfant de 5-6 ans en cigarettes ou en vin. Mais j'allais aussi chercher le pain, évidemment, et je me souviens très bien que si j'avais un franc et que la baguette coûtait 90 centimes, je pouvais m'acheter un carambar avec la monnaie. Donc, l'apprentissage de la ville passait par les déambulations que chaque enfant pouvait faire. Alors là, j'ai compris, en réfléchissant à cette thématique, que tout était lié, à la fois les mobilités des parents et leurs horaires, et puis l'organisation, la typomorphologie de la ville. C'est pour ça que vos trois thèmes me plaisent beaucoup par rapport à Montpellier. Je me réjouis qu'il y ait une réflexion collective sur l'école, bien sûr, mais aussi l'école dans le quartier, et puis la transition énergétique, environnementale et puis numérique. Alors, les enfants, à cette époque-là, j'avais quand même déjà lu un ouvrage majeur qui s'appelle L'enfant dans la ville de Colin Ward. Je le montre, je ne sais pas si on le voit, enfin bon, peu importe. C'est donc un anarchiste britannique qui a toute une œuvre très importante et qui, à cette époque-là, était le responsable d'une publication parascolaire qui s'appelle BEE, B-E-E, donc abeille en anglais, mais qui était le Bulletin of Environmental Education. Donc, vous voyez, c'est un acronyme qui était explicite d'une certaine façon. Et cette publication, que j'ai eu l'occasion de regarder, bien sûr, était des textes destinés aux enseignants
afin de pouvoir les aider à vulgariser un apprentissage de la nature, si vous voulez, et des prises de position écologiques auprès des élèves. Donc, ce livre-là, et à l'époque, j'avais un pied dans l'édition, ce livre-là, j'ai essayé désespérément de le faire traduire. Donc, c'est aussi un point important. Ça n'intéressait aucun éditeur, y compris des éditeurs entre guillemets plus militants qui auraient pu être sensibles à l'anarchisme de Colin Ward. Donc, je précise tout de suite que, comme je le disais à Damien avant qu'on commence cette rencontre, la grande exposition de Beaubourg sur l'enfant dans la ville, faite par François Barré, datait de 1976. Et lui-même, dans les auteurs qu'il convoquait, il y avait un historien que tout le monde connaît évidemment, qui est Philippe Ariès, qui est très controversé aujourd'hui, enfin, sa thèse sur la naissance de l'enfant au XVIe, XVIIe siècle. Mais sinon, c'était une sociologue qui est toujours vivante, heureusement pour elle, qui est née en 1923, qui s'appelle Marie-Josée Chambardelot, qui était la femme de Paul-Henri Chambardelot, le célèbre anthropologue de l'urbain. Et elle a d'une manière assez obstinée, travaillé depuis les années 50 jusqu'aux années 80 sur la place de l'enfant dans les grands ensembles et puis sur le jeu, parce qu'elle s'apercevait qu'il n'y avait pas de lieu pour jouer pour l'enfant. Et donc, ces travaux à elle et de son équipe, je les ai revisités ou je les ai même lus pour la première fois, pour certains d'entre eux, à l'occasion de la rédaction du livre dont parlait Damien, qui s'appelle Pays de l'enfance, dans lequel j'examine successivement les territoires de l'enfant. Donc, je commence par le ventre maternel. Évidemment, là, c'est une fiction parce qu'il y a très, très peu d'informations et mes souvenirs personnels de ma vie intra-utérine, évidemment, sont très limités. Ensuite, il y a l'histoire du berceau, l'histoire de la chambre d'enfant. Du reste, à ce propos, la majorité des enfants n'ont pas de chambre à eux. Ils partagent leur chambre avec leurs frères et sœurs ou avec un adulte dans la société française d'aujourd'hui. Ensuite, la classe. Ensuite, la cour de récréation. Ensuite, les aires de jeu. Ensuite, les terrains d'aventure. Ensuite, les rues. Et ensuite, évidemment, la ville. Et puis, le dernier chapitre, c'est le monde. Évidemment, tant qu'à faire, autant s'y rendre. Alors, Colin Ward, déjà dans son livre, explique cela de manière très, très subtile sur le cas britannique, évidemment. C'est-à-dire que c'est un ouvrage qui nous parle surtout des grandes villes industrielles britanniques et de Londres, et il nous explique quels sont les itinéraires des enfants et quelles sont aussi les expérimentations pédagogiques qu'il a pu repérer. Par exemple, évidemment, on connaît tous Summerhill, mais c'est pas ça qui met en avant. C'est plutôt des écoles de quartier de Londres où un enseignant de sa propre initiative, eh bien, organise une promenade toute une journée. Il transforme ses élèves en enquêteurs, il leur attribue à chacun un thème, et puis ceux-ci, avec un appareil photo, avec un carnet, comme un reporter, eh bien, vont mener cette enquête, et quand ils reviennent, eh bien, il y a le partage de leurs observations, et puis on améliore ces observations les jours qui suivent avec le centre de documentation de l'école pour essayer de comprendre quel oiseau on a repéré, quelle plante on a retrouvé, qu'on a pu arboriser, quel type d'artisanat se déroule dans telle rue, etc., etc. Donc, l'école, la rue, si je puis dire, la ville devient une école, devient l'annexe de l'école. Mais ça prend très, très peu, et Colin Ward nous l'explique très subtilement. Il s'intéresse beaucoup, évidemment, à cette époque-là, à Jean Piaget, à Paul Goodman et à John Dewey, pour essayer de comprendre comment l'enfant grandit en lui-même. Alors, il n'est pas tout à fait d'accord avec les étapes, hein, les fameuses étapes de Piaget, mais il les réexamine, il les corrige quelque peu à partir de ses propres observations, et il est très intéressé par son ami Paul Goodman, qui est un personnage peu connu en France, je crois, mais qui est très, très intéressant, très important, qui a écrit plusieurs ouvrages sur l'école et qui est très critique de l'école. Et tous les deux considèrent, par exemple, que les aires de jeu sont quelque chose qu'il ne faut pas du tout favoriser, parce qu'ils sont persuadés que les enfants transforment leur environnement immédiat en terrain de jeu, que d'une certaine façon, qu'il n'y ait pas d'agrès
que la municipalité est très fière d'acheter, d'installer, une balançoire, un tourniquet, un tape-cul, etc., lui, il observe que dans les rues des quartiers populaires de l'Angleterre de l'époque, eh bien, les enfants ont toujours une imagination incroyable pour pouvoir réussir à détourner des objets du mobilier urbain pour en faire des éléments ludiques à partir desquels ils vont évidemment imaginer d'être partis à la conquête de l'espace ou être au contraire dans un château médiéval pour sauver une jolie princesse. Donc, il est persuadé que le jeu participe grandement à l'épanouissement de chaque enfant et il regrette qu'il n'y ait pas plus de place d'horaire accordée au jeu. Ce qui fait que dans mon livre qui va bientôt sortir, dans le chapitre sur la cour d'école et la cour de récréation, je ne fais pas simplement la présentation des cours Oasis qui se multiplient aujourd'hui, et je trouve ça évidemment une bonne idée. Je trouve que l'appellation n'est pas très intéressante parce qu'elle ne parle absolument pas à un enfant. Je les ai questionnés, les enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est quoi l'oasis? Ils ne savent pas. Et puis quand on sait ce que c'est qu'un oasis, on sait que c'est un lieu où il n'y a pas d'eau, l'eau on l'amène, donc c'est un lieu artificiel. Alors ce n'est pas forcément une bonne idée, mais bon, peu importe. L'important c'est de végétaliser les cours et surtout d'éviter qu'elles soient des grands rectangles parce que tout le monde a observé qu'une cour de récréation rectangulaire devient un terrain de foot obligatoirement pour les grands garçons qui excluent les petits garçons et les petites filles du jeu. Et donc, du coup, penser une cour de récréation pour la transformer dans l'architecture scolaire reviendrait, c'est la suggestion que je fais, reviendrait à donner à la récréation le statut d'une discipline comme une autre, une discipline indisciplinée, si je puis dire. C'est-à-dire que le mettre dans l'emploi du temps. De telle heure à telle heure, nous avons récréation. Et ça, ce serait vraiment très bien. Et dans ce cas-là, je crois que si la récréation avait autant d'importance que l'histoire, la géographie, le français, la gymnastique, etc., les adultes qui décident des écoles, qui décident de leur organisation, eh bien, attribueraient à la cour de récréation un autre intérêt, évidemment, parce que du coup, ce ne serait pas quelque chose qui est juste un défouloir entre deux cours ou un moment de détente et un peu d'excitation. Donc, je crois qu'il faut redonner à la récréation une autre dimension pédagogique que certains pédagogues comme Freinet, par exemple, mais même de Crowley, Montessori, Guedes, surtout Guedes, qui est un pédagogue que j'apprécie beaucoup. Dans mon livre, je revisite tous ces pédagogues et je montre à quel point ils mettent en avant toujours la même idée que l'enfant apprend ce qu'il apprend. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui transmettre quoi que ce soit. Il faut que ce soit lui qui éprouve quelque chose et donc qu'il l'expérimente. Et donc, tant qu'un enfant est considéré comme un réceptacle, comme un récipient dans lequel on va déverser un savoir, ce savoir ne sera jamais acquis. Donc, il faut que le savoir de l'enfant passe par l'enfant lui-même. C'est lui le premier instituteur de sa propre scolarité, si je puis dire. Alors, ça veut dire aussi qu'il nous faut repenser, bien sûr, très profondément l'école. Et dans mon petit livre, je fais une petite fiction sur l'école en 2030, justement. J'ai pris cet horizon-là. Et en 2030, pour moi, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de classe, il n'y a plus de notes. Bref, il y a des maisons, j'appelle ça des maisons du gai savoir. Et ces maisons du gai savoir sont à côté de la maison des temps et des territoires. Parce que je crois que c'est intimement lié. On ne pourra améliorer la vie des enfants dans la ville que si leurs parents peuvent harmoniser leur emploi du temps aux différents horaires sociaux. Les horaires de l'école, mais les horaires aussi de la municipalité, les horaires des magasins, les horaires des bureaux, etc., les horaires des services publics. Donc, je suis de plus en plus persuadé, depuis déjà une vingtaine d'années, j'avais publié un ouvrage qui s'appelle Le quotidien urbain, qui avait été postfacé par Edmond Hervé, le maire sénateur de Rennes, qui à l'époque avait été chargé par Claude Bartolone, ministre de la Ville, de réfléchir sur les temps urbains. Et il avait été en Italie et en Allemagne, il était revenu avec la notion de bureau des temps. C'était une excellente initiative. Et moi, philosophiquement, à cette époque-là, j'essayais de combiner, j'avais trouvé l'idée chez Bachelard, j'essayais de combiner la topo-analyse à la rythme-analyse. Et je suis maintenant
que j'ai publié une soixantaine d'ouvrages sur l'urbanisation, sur les manières de vivre en ville, je suis de plus en plus persuadé que nos territoires sont intimement mêlés à nos temporalités. Pour le dire autrement, nous sommes des êtres qui territorialisons nos sentiments, notre affect, notre manière d'être, et nous les temporalisons en même temps. Non pas seulement parce que nous avons des chronobiologies et que le vivant lui-même a ses chronobiologies, mais parce que il nous faut toujours essayer, comme le dit Bachelard, de réunir notre être qui est dispersé par les activités de la vie quotidienne afin de lui donner une certaine stabilité. Et cette stabilité de l'être, elle passe par la maison natale, qui est un archétype chez Bachelard, et cette maison natale, il nous le dit très clairement, n'est pas un ensemble de bâtiments, n'est pas un corps de logis, mais un corps de songe. Et donc, si je veux essayer de stimuler ce corps de songe, eh bien, il faut que, dès la petite enfance, je puisse permettre aux enfants d'avoir cette territorialité qui appelle à la rêverie, qui rappelle à l'imaginaire. Et évidemment, la ville qu'on a, la ville à hauteur d'enfant pour l'instant, je le raconte dans le livre et la citation que vous avez citée, merci Damien, que si on se met accroupi, eh bien, le paysage qu'on voit, c'est le bas d'immeubles sales, c'est des trottoirs également un peu tristes, c'est des chaussées défoncées, et puis c'est toujours des voitures garées tout le long du trottoir. Et donc, je rêve bien sûr qu'une municipalité réunisse le moindre espace vert de la ville, alors le moindre espace vert, mais aussi le square, ici le jardin public, etc., la cour de l'école végétalisée, en une farandole verte. Et là, je pense qu'on aura la possibilité à nouveau de disposer de terrains d'aventure. Donc, ce livre de Colin Ward a enfin été publié dans une maison italienne, du reste, qui est en France, qui est Hétérotopia, et j'en ai fait une longue préface pour expliquer qu'est-ce qui s'était passé depuis la publication de ce livre. Alors, il s'était passé, entre autres, la publication d'un autre livre de Francesco Tonucci, que je montre comme ça, qui s'appelle « La ville des enfants », et le sous-titre, c'est « Pour une révolution urbaine ». Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est un pédagogue italien qui avait inventé un musée conçu pour les enfants, et dans sa ville natale, il va suggérer au maire qui voulait faire une année ville des enfants, qu'il fallait au contraire associer les enfants à la transformation de la ville. Et alors là, ce livre est très, très intéressant, très descriptif d'opérations concrètes. Hein, ce n'est pas un ouvrage théorique sur les enfants. Et il considère que la question n'est pas qu'est-ce que la ville doit faire pour les enfants, mais qu'est-ce que les enfants peuvent faire pour la ville. Et vous voyez, le positionnement est totalement différent. Donc, les enfants ne sont pas instrumentalisés par des adultes, c'est eux qui dessinent le devenir de la ville, c'est eux qui font une série de propositions à partir de leur propre expérience. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que je l'avais déjà raconté ça devant des conseils municipaux en France, les adultes avaient un petit peu ricané. Oh, mais, les enfants, ils n'ont rien à dire. Ouais, voilà, ils vont être influencés par un adulte plus bavard ou plus démago, je ne sais pas quoi. C'est une erreur. Tonucci donne énormément d'exemples. Et moi, dans ma préface, je mentionne plein d'expériences italiennes où les enfants ont évidemment des choses très intéressantes à nous dire sur leur vécu de la ville. Parce que, comme l'explique très bien Henri Lefebvre en France, il expliquait ça dans les années 70, il y a un espace vécu, un espace représenté, un espace conçu. Et moi, j'ajoute évidemment le pendant temporel. Il y a un temps conçu, un temps vécu et un temps représenté. Et donc, je précise que le théoricien du droit à la ville, qui est Henri Lefebvre, a publié, c'est son dernier ouvrage, a publié des éléments de rythme-analyse que je viens également de rééditer l'année dernière, parce que je pense qu'on ne peut pas améliorer les conditions de vie des enfants et des adultes dans la ville si on ne modifie pas non plus notre rapport au temps. Il nous faut créer des nomad's land dans la ville, il faut les encourager, il faut les sacraliser, il faut qu'il y ait des lieux non affectés à une fonction précise. C'est très, très important. C'est une phrase de Nietzsche dans le Gai Savoir, peut-être que vous l'avez en tête, où il dit il nous faut laisser des parenthèses dans la ville, hein, pour le rêve, pour la méditation, ou simplement pour le repos et pour le silence.
Et donc, c'est très important. Il y a des no man's land, ce sont des friches, ce sont des terrains vagues. Moi, je suis pour qu'il y ait de plus en plus de terrains vagues dans les villes, parce que ça deviendra l'ébauche d'un terrain d'aventure. Et en même temps, je suis pour des no man's time. Donc là, il faut inventer le pendant des no man's land, qui sont des no man's time, qui sont l'ennui, l'attente, la sieste, la rêverie, vous voyez, un certain nombre de choses comme ça. Et donc là, on en est loin, évidemment, dans cette démarche. Alors, après ces deux ouvrages que j'ai mentionnés, que j'avais lus, en anglais ou en italien, j'ai eu l'idée, quand j'étais le président du conseil d'orientation du Learning Center sur la ville durable, vous voyez, tout ce jargon terrible de technocrates, eh bien, j'ai eu l'idée de faire une proposition temporaire qui était dédiée aux enfants. Alors, ça a tout de suite plu, là, je dois le reconnaître, et donc je l'ai appelé la ville récréative, et j'ai sous-titré effectivement Enfants joueurs et école buissonnière, mais c'est des mots qui sont parlants pour tout le monde, mais je rappelle quand même dans le texte que la notion d'école buissonnière est donnée par un juge français qui, au XVIe siècle, qui condamne les protestants qui avaient ouvert des écoles pour leurs enfants, des écoles qui étaient interdites et qu'ils cachaient derrière des buissons. Donc, la première appellation d'école buissonnière, c'est pour désigner des écoles qui sont interdites, pour une question de culte. Donc, ça n'a pas tout à fait le même sens qu'aujourd'hui, où on dit je vais à l'école buissonnière, c'est-à-dire je ne vais pas à l'école, je me balade avant dans la campagne environnante ou dans la ville. Alors, on pense tout de suite à Antoine Doinel dans les 400 coups de Truffaut, qui circule comme ça, et qui regarde un petit bateau en papier qui est sur la petite l'eau qui s'écoule dans le caniveau. Et dans ce livre tout petit, La ville récréative, et surtout dans l'exposition, on traite en fait de tous les sujets, un peu trop rapidement, et en particulier par rapport à notre thème d'aujourd'hui, eh bien, il y a eu un film qui a été fait en posant la caméra sur la tête d'une petite fille de 5 ans. Donc, évidemment, les parents, quand ils ont vu ce que leur petite fille voyait tous les jours de chez elle à l'école, ils ont été un peu horrifiés. Et puis, un architecte, Ridaniel Lacombe, a expliqué comment faire d'autres cours d'école, comment faire aussi d'autres classes qui n'étaient pas forcément rectangulaires, avec une rangée de tables face au bureau de la maîtresse ou du maître. Et puis un article d'une anthropologue, Pascal Leguet, qui expliquait qu'il faudrait que toutes les écoles de toutes les villes s'ouvrent sur un parvis et non pas viennent buter sur une barrière métallique, toujours la même, du reste assez moche, qui bloque les enfants dans leur sortie d'école, afin qu'ils ne viennent pas buter contre les voitures des parents garées en deuxième file, en troisième file, comme chacun peut l'observer. À ce propos, je rappelais dans ce livre qu'une des premières manifestations de parents réclamant que les rues des écoles ne soient pas fréquentées par des autos mobiles ou par des calèches hippomobiles, c'était en 1914 à Harlem. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose de tout récent. On avait déjà cette crainte qu'il ne fallait pas mélanger le désordre, j'allais dire, tout à fait amical de la sortie de la classe, où les copains se retrouvent, parlent, peut-être même partagent leur goûter, enfin je ne sais pas, et puis l'enfilade de bagnole qui est là, terrible, bien souvent le moteur allumé du reste en plus, donc c'est assez stupide. Alors, en tant que président du concours La rue aux enfants, j'ai été invité à participer à un congrès de la rue de l'Avenir, qui est une association suisse, qui ensuite a eu son équivalent en France, et j'ai remis à la ville de Bâle le prix cette année-là pour leur proposition de la ville à hauteur d'enfant. Donc ça vient de là, et je vous montre, enfin c'est peut-être un peu ridicule, mais je vous montre le document que j'ai ramené à ce moment-là et qui se déplie. Voilà, et qui mesure 1,20 m, et là on a les deux yeux des enfants. 1,20 m, c'est la taille d'un enfant de 9 ans, du moins en Suisse. Et ce guide, et cette idée de la rue à la taille d'enfant, la ville à la taille des enfants, repose sur 8 principes de base que je vais énoncer pour le débat, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Le premier principe, c'est la liberté de mouvement. Donc, on part du principe qu'un enfant ne peut pas être en permanence
guindé, discipliné. Vous savez, les parents, ne bouge pas, tais-toi, etc. Non, 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 un enfant, ça gesticule, ça effectue des mimes, ça se moque des autres, ça blague, ça peut se suspendre à un banc qui est à côté, etc. Donc, la liberté de mouvement, c'est décisif. Et l'enfant ne peut pas toujours être aux aguets pour guetter un danger. Le deuxième point de base, c'est la multifonctionnalité des espaces urbains. Donc là encore, vous voyez, ce n'est pas de décider, là, il y aura un coin pour les enfants. Non, non, non. Ça, c'est très mauvais. Du reste, Jane Jacobs, dans son livre sur le déclin et la mort des villes américaines, publié en 1961, ne l'oublions pas, partait en guerre contre les aires de jeu, qu'elle appelait des cages, et que moi j'appelle des parkings à enfants. Donc non, non, là, il faut que les enfants soient avec les adultes dans la ville. C'est leur ville. On n'a pas tout d'un coup à les ségréguer dans une cage, on dit bah, ça c'est pour les enfants, ils seront tranquilles. Non, non, c'est les adultes qui seront tranquilles parce qu'il n'y aura pas d'enfants pour les gêner, pour gagner leur bagnole. Donc c'est quelque chose de terrible. Donc pas de monofonctionnalité. La ville doit être toujours en train d'exalter la diversité, l'altérité et l'urbanité, les trois qualités que je donne à la ville dans des différents ouvrages. Le troisième principe, c'est le contact avec la nature. Alors ça, c'est très, très important. Un enfant peut très bien aller de chez lui à l'école sans croiser, j'allais dire, un oiseau, une fourmi, peut-être un toutou éventuellement, des poules rarement, et puis il y aura des arbres au garde à vous le long d'une avenue. Donc, alors il faut planter des bosquets, il faut qu'il y ait une générosité du végétal absolument partout, et pourquoi pas une espèce de complémentarité entre les espèces plantées dans les jardins privés et ce que la municipalité plante à l'extérieur. On connaît tous des rues qui s'appellent rue aux sapins où il n'y a pas de sapins. Alors là, il faut en planter plein, parce qu'elle s'appelle rue des sapins, donc il faut qu'il y ait des sapins. Rue des coquelicots, il faut qu'il y ait des coquelicots. Bon, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut systématiquement essayer de promouvoir. Et puis, le quatrième point, c'est la sociabilité. C'est-à-dire que pour ça, il faut que le mobilier urbain, la disposition des trottoirs, etc., permettent aux enfants toutes les haltes possibles afin justement qu'ils puissent observer quelque chose qu'ils n'avaient pas bien vu ou alors s'attarder avec d'autres enfants qui ne sont pas forcément dans leur classe, mais avec lesquels ils ont envie de partager justement un moment. Ensuite, c'est l'accessibilité en toute sécurité. Donc, il faut que les cheminements soient dans la continuité. Le problème, on le sait très bien, c'est les ruptures. Hein. C'est quand tout d'un coup, on sort d'un quartier où on a des petites rues, tout d'un coup, il y a une grande avenue qui devient plus ou moins une autoroute urbaine. Comment la traverser? Donc là, on voit bien que, alors en Suisse, j'ai vu d'excellentes initiatives où on réaménage absolument tous les carrefours. Et à la différence de la France, ce sont les voitures qu'on recule, ce ne sont pas les passants. À Paris, par exemple, tout à l'heure, Damien le disait, je suis allé d'un lieu de conférence à un autre à pied et je voulais traverser en diagonale un carrefour, impossible, il y avait des barrières. Et je me suis dit, c'est incroyable, on canalise les piétons pour laisser les bagnoles rouler le plus rapidement possible. Eh bien non, là en Suisse, j'ai vu, on inverse la chose, c'est-à-dire qu'on supprime les barrières, les piétons peuvent traverser en diagonale, et les voitures se stoppent au feu tricolore qui est placé à 10 mètres en amont du carrefour. Donc ça, ces petits changements-là sont décisifs. Moi, j'habite en banlieue, j'ai constaté que les arrêts des bus sont placés de manière éloignée des feux, ce qui fait qu'il y a des morts, parce que les gens traversent la rue pour ne pas rater le bus en passant, mettons, au vert, et là, ils se font renverser, alors que si les voitures étaient pas prioritaires, elles s'arrêteraient précautionneusement 3 ou 4 mètres avant, et on pourrait accéder à l'arrêt du bus. Donc l'accessibilité pour les enfants devient l'accessibilité aussi pour les adultes et aussi pour ceux qui marchent à petits pas, qui sont plus âgés. La propreté et la sécurité, je vais très très vite, c'est le 6e point. Ça paraît une évidence. Donc là, évidemment, c'est un vrai problème. Je ne sais pas à Montpellier, mais dans ma ville de banlieue, et moi-même, j'ai un labrador très gentil, mais je ramasse systématiquement les déchets canins. Ce n'est pas le cas de la majorité de la population. Et donc là aussi, les enfants sont entourés, évidemment, d'un trottoir qui n'est pas du tout agréable. C'est une évidence. L'orientation et la signalétique.
Alors là aussi, c'est un point très important. Comment mettre les panneaux à la hauteur des enfants, non pas les mettre en hauteur. C'est pareil du reste pour les boutons de sonnette. C'est pareil pour comment on appelle ça, les boutons de l'ascenseur, etc. Il faut les mettre à la taille des enfants. Et puis, le dernier point de cette espèce de charte édictée par Bâle, c'est la participation. C'est-à-dire que pour eux, les espaces communs à toute la population citadine doivent être conçus avec les habitants, et parmi les habitants, il y a des enfants. Donc, les enfants ont des choses à dire. Bon, j'étais très bavard, là, je m'arrête. C'était passionnant, je pense que ça l'était pour tout le monde et je vous remercie vraiment beaucoup Thierry. Juste peut-être une question avant de laisser les autres participants poser. Qu'est-ce qui fait selon vous que, bien que certains nombre d'entre nous soyons convaincus du bien fondé de ce que vous dites et de ce qu'il faudrait faire, que la France soit autant en retard par rapport à des pays au climat moins favorable aux extérieurs, on pense aux pays scandinaves, sur la place de l'enfant dans la ville, la place des piétons, et pour aller sur la question des temps, sur les rythmes scolaires, dont on voit qu'ils sont en total décalage avec les autres pays européens. Qu'est-ce qui fait que finalement l'agenda des adultes et des voitures s'impose aussi facilement chez nous? Et comment on peut du coup en sortir, puisque c'est ce que je pense que nous souhaitons. Alors là, Damien, c'est une question terrible, parce que je ne peux pas répondre en 5 minutes. Non, ce que je dis, je profite de cette question pour dire que ce qu'on est en train de raconter, c'est pour tous les lieux habités. Ce n'est pas simplement le travers des grandes villes. Dans des petites villes de province, j'en connais beaucoup, c'est pareil. Les passages cloutés, l'emplacement des feux tricolores, etc., la signalétique, tout ça, c'est pour les adultes et les voitures et pas pour les enfants. Et ils n'ont pas forcément même de terrain d'aventure. Souvenez-vous, dans le film de Romer, L'arbre, le maire et la médiathèque, donc on est dans une petite ville, un petit village même, et la caméra d'Éric Romer nous montre plein d'arbres magnifiques. Et puis le maire dit à la petite fille, qui est la fille de l'instituteur, qui est celui qui est dans l'opposition, et qui est joué par Lucchini, il lui dit, mais alors, ton père et toi, vous êtes contre moi, vous êtes contre la médiathèque, tu ne veux pas avoir des films, tout ça, des livres, tout ça, mais qu'est-ce qui te manque? Et elle lui répond, des espaces verts. Et alors, il est sidéré. Et là, la caméra nous remonte tous les arbres, et là, on descend d'un cran, et on a propriété privée, chasse gardée. Donc, même dans des villages, l'accès à une forêt, à un bois est très difficile. Je participe à la coalition Classe d'Or, et donc j'ai entendu dans les visios qu'on partageait entre nous, j'ai entendu plusieurs jeunes collègues qui nous racontaient que dans leur petite ville, ils avaient du mal à trouver un jardin pour en faire un jardin scolaire. La municipalité n'en trouvait pas. Et même souvent, du reste, je me souviens de ce cas-là, un habitant un peu âgé qui avait vu ça, qui a été à l'école et dit, écoutez, moi, mon jardin, je l'ouvre. Comme ça, moi, je suis content, je vais raconter aux enfants ce que je peux leur raconter sur qu'est-ce que je plante, comment je l'entretiens, etc. Et puis, ils vont m'aider. Et donc, cette enseignante, c'était une enseignante, était ravie parce qu'elle avait un terrain d'expérimentation de sa classe d'or. Donc, je crois, là aussi, il peut y avoir des complicités entre les habitants et des écoles. Et je rappellerai quand même qu'adopter un jardin ou créer une forêt scolaire, je le raconte dans mon livre, je rentre dans le détail, c'est la fin du 19e siècle. Donc, là encore, alors, la question que vous me posez, je n'ai pas répondu du tout, mais je la complète par d'autres questions à laquelle je n'ai pas de réponse non plus. C'est pourquoi ces expérimentations magnifiques de la fin du 19e siècle ont été perdues. Alors, je crois avoir compris que ça a commencé à s'arrêter avec la guerre de 14, mais ça n'a pas été repris. Et je fais l'histoire des premières classes de neige. C'est très difficile pour celui qui l'invente, c'est un médecin à Clamart, enfin bon, je ne rentre pas dans le détail maintenant, mais on ne le prend pas au sérieux, ça ne plaît pas, les parents ne sont pas pour. Alors, je ne parle pas évidemment de l'académie, du rectorat, etc., etc. Là, si on rentre là-dedans, on n'a pas fini. Donc, je crois qu'on a conçu un urbanisme de l'automobile
Et maintenant, il faut qu'on puisse inventer un urbanisme pédestre. J'ai participé, j'ai fait le discours de clôture des premières, alors c'est amusant parce que ça s'appelle les premières assises de la marche en ville. Ils auraient dû trouver un autre mot parce qu'assise, il faut se lever pour marcher. Mais bon, c'était à Marseille le 17 septembre dernier, où plusieurs associations, 60 millions de piétons, la rue de l'Avenir, la Fédération nationale de la randonnée pédestre, se sont associés pour faire un baromètre des villes marchables. Et ça, je pense que c'est un premier pas important. Et à cette occasion, la responsable des villes cyclables a dit que dorénavant, elle s'appelait Association des villes cyclables et marchables. Et donc là on voit comment, par ce biais-là, l'enfant va apparaître, évidemment, parce qu'il marche. Hein. Et même l'enfant marche sans apprendre. On apprend tous à marcher, mais aucun de nous a un baccalauréat de marche, évidemment. Donc, pour moi, c'est très important parce que on apprend à marcher de la même manière, on apprend à jouer et on apprend à rêver. Tout seul. Merci pour cette réponse à ces questions finalement qui se posent à nous tous et tous. Alors, je voulais donner la parole à Magali Balmfrezol qui l'a demandé. Il faut que vous allumiez votre micro. Voilà, allez-y, si vous pouvez mettre votre caméra comme ça. C'est vous qui l'avez désactivé, me dit le... Ah, bah alors, je ne sais pas si la personne de la DSI peut réactiver la caméra, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir faire ça. Mais sinon, allez-y, parlez, et puis on essaye. D'accord. Bonsoir à tous. Merci pour votre exposé, monsieur. Effectivement, la ville est assez invivable pour l'enfant. Pour moi, pour 4 raisons que vous avez très bien exposées. C'est le bruit. Le bruit, c'est très bruyant, une ville. La vitesse, ça vous l'avez dit aussi. Le danger, évidemment, lié à la circulation automobile principalement. Et la hauteur. Tout est prévu pour la voiture, pour l'adulte et rien pour l'enfant, vous l'avez dit. À ce titre, j'aimerais demander à l'adjointe qui s'occupe des transports en ville de penser l'éclairage public le soir à hauteur de piétons et non pas à hauteur de véhicules. Parce que c'est dangereux là, le soir, les vélos sur les grandes pistes cyclables, on ne les voit pas. Il faudrait repenser l'éclairage à hauteur d'humains et non pas pour les voitures. Penser à éclairer les piétons plutôt que les voitures. Bon, ça, c'est... Voilà. Et dans la ville, je pense que l'enfant, tout ce qu'il veut à la base, c'est jouer. Voilà, il a besoin de jouer, d'espace pour jouer. Et en ville, ici à Montpellier, on a la chance d'avoir des lieux comme Malbosc, le parc Mérique, derrière le lycée Georges Frêche, des grands espaces, pas forcément organisés. Et c'est vrai que les terrains vagues ont disparu, alors que c'est des lieux de jeu exceptionnels. C'est pas organisé par l'adulte, c'est libre. Alors on pourrait repenser des terrains vagues, alors nettoyés, sécurisés peut-être, mais libre de jeu pour l'enfant, que l'enfant crée son propre jeu et ne joue pas seulement au jeu qu'a imposé l'adulte. Et pour terminer, je voudrais juste signaler que je m'occupe de la scolarisation des élèves handicapés sur un des secteurs de Montpellier et j'ai remarqué qu'un dossier sur 5 concernait un enfant qui avait un traitement pour gérer les troubles de l'hyperactivité. Et ça questionne beaucoup. Et je pense qu'un enfant citadin est agressé par la ville et ce qui peut générer des troubles du comportement et notamment des troubles de l'attention. Voilà. Il faudrait vraiment travailler avec le milieu médical pour essayer de trouver des causes et apaiser la ville pour l'enfant. Merci. Merci, madame. Si vous voulez juste essayer la caméra, parce qu'a priori, ça doit être débloqué, c'est juste pour voir si ça fonctionne, comme ça Eh ben non, toujours pas, mais c'est toujours pas grave. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, les mystères de Merci. Zoom, parfois. Mais merci pour votre intervention. Vous avez cité les élus. Je sais qu'il y en a parmi les participants, donc n'hésitez pas à réagir. Hein. Je ne sais pas, Thierry Paco, est-ce qu'on peut être élu en promettant des terrains vagues dans une ville? Oui, c'est une promesse très précise de dire je vais faire un terrain vague. Non, bien sûr. Évidemment, comme nous tous, j'ai en tête mon oncle de Jacques Tati, où effectivement, c'est très bien filmé. C'est entre le Nouveau-Créteil et puis Saint-Maur des Fossés qui est juste à côté. Et puis il y a ce terrain vague où là, les enfants sont dans leur royaume. Alors, ce qui est important dans le terrain vague ou dans le terrain d'aventure, c'est que l'enfant ne peut manipuler
ne peut jouer qu'avec les 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Et ce qui est passionnant, et que l'enfant ne sait pas, c'est que chaque élément est contraire en lui-même. C'est-à-dire que le feu vous réchauffe, mais peut évidemment vous brûler. L'eau vous désaltère, mais peut inonder votre maison. L'air peut vous faire respirer, évidemment, mais peut aussi vous asphyxier. Et la terre vous nourrir. Et c'est là où nous finirons tous plus ou moins ensevelis. Donc, quand Empédocle, mais ce n'est pas à dire vrai, une expression d'Empédocle, mais quand Empédocle réfléchit sur les 4 éléments, qu'il appelle à dire vrai racine, enfin bon, peu importe, je ne rentre pas dans ce détail philosophique maintenant, il nous montre que c'est la dialectique du monde. C'est ça qui est magnifique, c'est que par simplement la manière dont on utilise ces éléments entre eux, qu'on les mélange, on prend un peu de terre, on le mélange avec un peu d'eau d'une mare qui est là, et ça fait un gâteau qu'on va porter à son copain, qui va faire semblant de le manger, etc. Donc là on voit très bien que l'enfant, non seulement a ce contact physique avec la matière, mais qu'en même temps, il prend conscience que cette matière est contradictoire en elle-même. Et donc, il découvre la dialectique des choses. Et ça, c'est excessivement important, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas transmettre autrement que par l'expérimentation. Et là, je citais tout à l'heure John Dewey, qui est ce grand pédagogue américain, qui effectivement disait qu'un enfant n'apprend que ce qu'il éprouve. Et donc, on ne peut pas simplement enseigner dans une classe, ce n'est pas possible. Il faut sortir. Il faut sortir, et puis il faut laisser le jouer. Le jeu est quelque chose d'essentiel. Bon, évidemment, dans mon prochain livre, je consacre beaucoup de pages au jeu en reprenant les travaux de Johan Huizinga, qui avait écrit en 1938, c'est un néerlandais, c'est un sanskritiste, qui avait écrit un très beau livre qui s'appelle Homo Ludens. On n'a pas traduit par l'homme ludique, ça aurait été ridicule, c'est mieux de le garder en latin. Et ce livre-là, qui a été traduit en 1951 en français, il nous explique très bien à quel point le jeu va produire la culture. C'est une démarche très audacieuse pour l'époque. Le jeu n'est pas un élément de la culture d'un peuple ou d'une société, c'est le jeu qui est le point de départ d'une culture. Et ça, c'est essentiel, parce qu'on y trouve l'imitation, on y trouve la mimique, la dérision, on y trouve la compétition, mais qui n'est pas la rivalité, etc. Donc, par le jeu, là, vraiment, je pense que tout enfant grandit en lui-même et invente son monde. Dans mon livre, La ville récréative, parce que je me suis dit, il faut que je définisse l'enfant. Forcément, un journaliste va me le demander. Et donc, j'ai expliqué que l'enfant était un chercheur d'or, H-O-R-S. Parce qu'il est hors de son corps d'abord, et là, évidemment, Dolto, Piaget, enfin, plein de gens nous l'expliquent très, très bien. Il est hors de sa maison, de ce cocon protecteur, etc. Il est hors de sa classe, il est hors de sa ville, et c'est toujours par ses voyages, par ses possibilités d'exploration qu'il va voir toujours ailleurs s'il s'y trouve, et il s'y trouve précisément. On est toujours dans l'ailleurs. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer de satisfaire, c'est le chercheur d'or. Et puis, j'ai aussi constaté qu'il était un faiseur de monde. Alors, c'est pour ça que je pense que l'enfant vient au monde, il vient au monde apporter son monde aux mondes qui sont déjà là, et donc, en ce sens, il est un faiseur de monde, et c'est pour ça que je suis assez réticent à l'usage des tablettes et du numérique, parce que là, on impose un monde façonné par les algorithmes, façonné par tout un graphisme très particulier conçu par des adultes, et que ça vient chahuter, j'allais dire, la manière dont l'enfant, progressivement, par lui-même, réfléchit et dessine son propre univers. Merci. Alors, est-ce qu'un numérique fait par les enfants pourrait exister? Josiane Ricard, je vous donne la parole. Donc, vous vous occupez, je crois, de beaucoup de chercheurs d'or, puisque vous êtes l'un des Francas. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur Paco. Merci de ce grand moment pour nous avoir fait voyager entre Freinet et la rue de l'Avenir, pour moi en tous les cas, dans un certain nombre de souvenirs. Cette rue de l'Avenir que j'ai fréquentée à Paris dans les années 90 autour du président Denis Moreau et qui avait fait des choses extrêmement intéressantes
nous avions un conseil d'administration qui produisait quand même pas mal de choses. Voilà, ça c'était ma petite satisfaction personnelle à l'écoute de ce que vous avez dit. Évidemment, jouer, jouer, jouer et encore jouer, inventer sa vie par le jeu, c'est pas voilà. Moi, je crois que ça a été à peu près l'occupation de la mienne, cette affaire-là. Et juste, je voulais pointer un élément dans votre discours qui peut-être pouvait paraître, ou en tous les cas, qui moi m'importe beaucoup, que j'ai abordé d'ailleurs dans les ateliers qu'on a eus sur Montpellier 2030. C'est la question de la participation des enfants à la conception de leurs espaces et de leur propre vie, enfin de leurs espaces de vie d'une manière générale et de leur vie d'ailleurs plus globalement. Autour du thème les enfants s'expriment et débattent, moi je pense qu'il y a là dans une alors de la plus petite échelle à la plus grande échelle, hein, puisque là on peut travailler sur des périmètres très différents, je pense qu'il y a à permettre aux enfants de prendre la parole sur leurs espaces, certes, mais aussi leurs conditions de vie, mais aussi ce qui leur paraît juste et injuste. Enfin bon, on vit avec des enfants et on sait très bien comment cela peut fonctionner. On peut d'ailleurs mettre à la disposition de ça des choses très simples ou très sophistiquées. En tous les cas, je pense que nous avons besoin de cette parole pour concevoir les espaces de vie propices à une éducation la plus complète et la plus aboutie possible, la plus émancipatrice possible aussi. Je partage totalement ce point de vue. Merci beaucoup. Je ne résiste pas quand même à lire un passage du livre dont on parlait tout à l'heure, La ville récréative, puisque Josiane et des Francas, les loisirs de l'enfant dans la cité constituent le thème des journées d'études des francs et franches camarades des 7 et 10 novembre 1964 à la Mutualité. Donc, et là, vous parlez après de l'exposé inaugural de Marie-Josée Chambardelot. Donc, vous voyez qu'en 1964, ce sujet-là était déjà au premier plan. Dans le pays de l'enfance, je raconte les premiers terrains d'aventure en France, qui s'appellent les Robinson en Suisse, etc. C'est vraiment les années d'après-guerre. Un point sans importance pour notre fédération. C'était excessivement important et bon, ça va disparaître avec l'accroissement quand même de la spéculation immobilière et du bétonnage systématique des banlieues parisiennes. Je crois que c'est Christine que nous avons ensuite. Si vous voulez essayer aussi la caméra, normalement, ça doit fonctionner maintenant. Voilà. Hop. Voilà, c'est moi. Formidable. Bonsoir. Je voulais poser une question à Thierry Pacaud. Alors, je me présente, moi, je suis du comité UNICEF de Montpellier. Donc, on travaille avec la ville de Montpellier dans le cadre des programmes Ville Amie. Je voulais savoir si les terrains vagues dont vous parlez, ces terrains d'aventure, vous les envisagez peut-être pour les mettre à la croisée de plusieurs quartiers, de manière à ce que ça soit des lieux d'échange et de rencontre entre les habitants de différents quartiers, parce qu'on a souvent le sentiment que les quartiers sont cloisonnés et qu'on ne va pas dans certains quartiers ou qu'on va plus dans certains quartiers. Est-ce que ça ne serait pas l'occasion aussi de faire des lieux de rencontre et que les gens se partagent ces espaces-là? Oui, bien sûr. Dans ce cas-là, ça pose la question des itinéraires pour se rendre dans ce terrain vague qui sera l'intersection de 2 ou 3 quartiers. Plusieurs villes de Hollande et du Danemark aujourd'hui ont décidé, dans leurs programmes électoraux, d'inscrire cette idée qu'il faut qu'il y ait un terrain d'aventure à moins de 500 mètres de là où il y a une certaine concentration d'enfants. Donc, pour vous répondre, il faudrait, je crois que là on est vraiment dans ce que j'appelle la sainte trinité urbanistique, le cas par cas, le sur-mesure et le faire avec les habitants et le vivant.
Et donc, il y a des configurations typomorphologiques de villes qui favoriseraient ce que vous avez proposé, et d'autres où ce serait difficile parce que la ville elle-même est cisaillée par des voies ferrées ou par une autoroute ou un centre commercial qui nous oblige à le contourner, etc. etc. Mais idéalement, oui, vous avez raison, ce serait ça qui est le plus important. Du reste, dans les années 1998-2000, je proposais dans un numéro de la revue Urbanisme, je dirigeais cette revue à l'époque, je proposais la création de classes de ville, c'est-à-dire que des enfants, par exemple de Montpellier, partent 15 jours dans un autre quartier que le leur à Montpellier, et puis justement se familiariser avec ce nouveau quartier, le découvrir, le dessiner, le parcourir, etc. etc. Donc je crois beaucoup à des petites opérations comme ça qui ne sont pas démesurées, comme dire voilà, je vais faire une classe nature où j'irai à 1000 km de là où j'habite. Ça, ce n'est pas le but. Et donc, l'apprentissage de sa propre ville, bien souvent, un enfant ne connaît que son quartier, vous avez raison, et serait déjà une excellente chose. Sans compter que lorsqu'il reviendrait chez lui, il aurait plein de trucs à raconter à ses parents qui eux-mêmes découvriraient d'autres aspects méconnus de leur propre ville. Alors, ça fait totalement écho avec ce qui est sorti de l'atelier au cœur du quartier. Justement, on a réfléchi justement aux échanges entre écoles, des jumelages qui permettent justement aux enfants de découvrir les autres quartiers de la ville, de découvrir le centre aussi, quand on est plus en périphérie. Je voulais lire les commentaires qu'avait mis Isabelle Poulain avant de nous quitter. Déjà, elle trouvait que l'intervention donnait de l'espoir pour un avenir meilleur. Et elle nous indique que Montpellier va avoir l'honneur d'accueillir M. Tonucci avec donc, le soutien de la ville de Montpellier pour les 40 ans de l'association qu'elle dirige, donc le Relais des enfants. Et ce sera le samedi 21 mai 2022. Voilà, il fera une conférence sur son livre « La ville des enfants » et tout le monde est invité. Voilà. Voilà une bonne nouvelle parce que je suis allé, donc comme je vous disais, à Marseille pour clore ce colloque sur la marche, et j'ai été voir l'éditeur, il est marseillais, c'est l'édition Parenthèse, et il était désespéré, le livre ne se vend pas du tout, n'a pas de presse, voilà, donc ça n'y a pas. Alors donc je suis ravi que Francesco, avec qui je corresponds régulièrement, vienne à Montpellier, et puis qu'on fasse un peu de battage autour de son livre. Il est beaucoup mieux reçu, je précise, il est beaucoup mieux reçu en Amérique latine et en Espagne. Donc ça, pour répondre à Damien tout à l'heure, il y a effectivement comme un blocage en France. Hein. Et vous, là, vous faites une opération pionnière, hein, la ville à hauteur d'enfants, c'est très, très bien, parce que ce n'est pas le cas, évidemment, de nos 35 000 communes. Et donc, on aura une bibliographie qui sera affichée sur le site. Je rappelle, participer.montpellier.fr, ne serait-ce que tous les ouvrages qu'on a cités depuis le début de la soirée. On va rester encore quelques minutes ensemble. Si vous avez des interventions, je voulais quand même proposer aux élus de la ville de Montpellier. Je vois Célia Serrano, je vois Boris Bélanger, peut-être d'autres que je n'ai pas forcément identifiés. N'hésitez pas à intervenir pour réagir et dire comment vous voyez justement cette ville à hauteur d'enfant. Peut-être c'est encore à l'état de réflexion, donc je ne vais pas non plus vous... Il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir, poser des questions, c'est le moment. Oui, Célia ? Bonjour. Non, alors justement, moi, j'étais en train de vous laisser, mais je retiens, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Magali, dont j'ai oublié le nom de famille, justement sur une ville à hauteur d'enfant, notamment sur le bruit et notamment sur l'éclairage. Et je pense qu'il ne faudra pas faire non plus l'économie en fait de ça. Et ça m'a vraiment marqué parce que c'est vrai que ce sont des interventions qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Et en tout cas, je voulais juste remercier cette dame d'être intervenue sur ces sujets-là. C'était passionnant. Je vous remercie beaucoup, mais je suis absolument en train de vous quitter. Voilà, très bonne soirée et merci encore. Merci, je crois que tout le monde a une soirée effectivement à suivre, donc on va bientôt se quitter. S'il y a encore une personne qui souhaite intervenir, je la laisse bien volontiers. Thierry, si vous voulez dire un dernier mot. Oui, c'est-à-dire que je pense que, puisque plusieurs candidats au présidentiel vont évoquer l'âge des électeurs,
Je rappellerai que Françoise Dolto et Yvan Illich, qui ne se connaissaient pas, avaient tous les deux évoqué 12 ans comme l'âge. Donc, j'ai repris cette idée-là. Mais je crois qu'il ne faudrait pas faire de surenchère sur l'âge des électeurs. Mais non, tout ça pour dire que, regardant et connaissant bien la Fédération nationale des conseils municipaux pour enfants et pour jeunes, je sais qu'il y en a à peu près 900 en France. C'est quand même très, très peu. Donc là, je crois qu'il y a tout un travail à faire. Et je crois que, et peut-être que là, vous allez me le dire pour Montpellier, il faut que les enseignants, que les écoles participent beaucoup plus qu'auparavant au dessin de la ville, au dessin EIN, hein, évidemment, et pas seulement EIN. Bon, et pour ça, je suis toujours surpris. C'est pour ça que je m'étais autoproclamé philosophe de l'urbain, parce que je m'étais aperçu que les philosophes qu'on m'enseignait quand j'étais étudiant, Sartre, Derrida, Ricoeur, Merleau-Ponty, etc., ne parlaient jamais de la ville. Et aujourd'hui, si on prend tous les penseurs les plus connus dans le petit microcosme intellectuel que tout le monde cite, Philippe Descola, Bruno Latour, Vinciane Després, etc., bon, et tous ces gens-là que je connais et que je lis, pas une seule fois, ils ne se préoccupent de l'urbanisation du monde. C'est quand même, je trouve ça tout à fait étonnant. Là, j'ai fini un autre livre qui sortira en avril sur les bidonvilles, qui est une réflexion sur l'ensemble des bidonvilles dans le monde entier. C'est quand même 2 milliards de citadins ou de non-citadins. Enfin, la question est posée. Et il y a aussi évidemment des enfants. Et il y a aussi des enfants qui jouent dans les bidonvilles. Donc tout ça, on n'est pas assez curieux de tous ces territoires dans lesquels les humains doivent réaliser leur existence. Donc, plus ça va, plus je pense qu'il faut être très attentif à nos territorialités, à nos temporalités existentielles. Il nous faut inventer une écologie existentielle. Voilà, ce sera mon mot de la fin avant qu'on aille tous prendre l'apéro. Merci. Je vais laisser comme Boris Bélanger à lever la main, qui est adjoint au maire de Montpellier, et lui laisser la parole. Et j'en profite pour excuser Fanny Dombrocos, qui a été retenue par un incident très récent, donc qui est l'adjointe en charge et qui me demande de vous saluer. Boris Bélanger, allez-y. Oui, non, c'était pour remercier l'intervenant, M. Paco, malheureusement, je n'ai pas pu suivre dans la totalité son propos, mais j'ai retenu plusieurs éléments très intéressants. Je ne sais pas s'il a été évoqué effectivement l'expérience qui est menée en ce moment dans le quartier Saint-Martin sur le terrain d'aventure qui est effectué et donc qui est prise en compte par la ville de Montpellier. Comment le dispositif aussi sur lequel on travaille sur la rue aux Écoliers, mais qui est plus un dispositif de sécurité, mais qui du coup met l'accent sur un aspect, et c'est là le propos sur lequel je vous rejoins, c'est-à-dire de changer de hauteur de vue et de réfléchir à nos espaces publics à travers les yeux qui ne sont pas les nôtres finalement, puisque malheureusement, on est amené à grandir et du coup à changer notre regard petit à petit. Et donc, ça nous oblige à un exercice, donc soit nous mettre à hauteur d'enfants et donc de changer de vue et surtout de paradigme du coup, soit à prendre en compte, et donc c'est vrai ce que vous évoquez, c'est-à-dire la parole des enfants à travers notamment les conseils municipaux des enfants est importante. Donc c'est deux exercices, à la fois l'écoute des enfants et de leurs attentes, et puis aussi aux adultes de se mettre à leur niveau. Et nous, en termes d'aménagement, enfin, je le vois moi dans le cadre de ma délégation de mon quartier en tant qu'adjoint de quartier, c'est vrai qu'on a des espaces publics, notamment je pense à une rue dont on vient de fermer partiellement, avec une école et enfin des établissements scolaires à proximité. Et du coup, en termes d'aménagement, on aurait pu imaginer de prévoir quelque chose sans impliquer nécessairement les élèves. Et là, on a bien pris en compte qu'il fallait imaginer cette rue qui est pas
piétonnisé partiellement, du coup, en incluant le regard des enfants, en tout cas des élèves qui peuvent être amenés à l'occuper, à l'emprunter. Donc, c'est pour vous dire que c'est une réflexion qui commence à naître, en tout cas qui nourrit l'équipe municipale et sur lequel, effectivement, il va falloir continuer à faire de nombreux efforts parce que comme l'emprise de la voiture a occupé nous a occupé pendant des décennies, c'est vrai que le regard des adultes a préempté sur celui des enfants. Et donc voilà, c'est un long travail qu'on commence à peine. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci, Monsieur Bélanger. Je peux témoigner du fait que la concertation qu'on a lancée a débuté avec le Conseil municipal des enfants et qui justement s'est saisi de cette question sur la ville de demain. Donc, il y a un Conseil municipal des enfants à Montpellier et les enfants, en tout cas, ont eu la parole en premier, ce qui est, je trouve, dans une concertation plutôt intéressant. Et les adultes ont réagi aux propositions et aux remarques des enfants. Donc, c'est peut-être la bonne façon de prendre les choses pour changer le regard sur la ville. Merci infiniment Thierry Pacaud, merci à toutes et tous et j'espère à bientôt pour d'autres occasions. Merci et je remettrai donc sur le site, il y aura une rediffusion de cette intervention et vous aurez également la bibliographie avec celle déjà passée et puis celle à venir. On attend donc le 11 janvier pour votre futur ouvrage avec une grande impatience, j'imagine, comme moi, pour Pays de l'enfance aux éditions Terre Urbaine. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Et à Merci. Bonne soirée.